Le millionnaire arrive à l'hôpital et trouve sa mère blessée et son bébé effrayé. Elle implore avec désespoir « Sauve-nous, ne nous rends pas à elle ». La belle-fille, auparavant vue comme un ange, cachait un esprit cruel et un plan monstrueux. Mais lorsque la mère et le bébé sont enlevés, ils découvrent jusqu'où l'amour et la haine peuvent mener. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On continue. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. La pluie tombait à verse sur Paris en cette aube de juin. Mathieu Dubois était dans son bureau au 32e étage, révisant des contrats et des tableurs quand le téléphone sonna. Il était presque 3 heures du matin. Il regarda l'écran illuminé et vit le numéro de l'hôpital américain de Paris. Son cœur s'emballa avant même de répondre. La voix du médecin à l'autre bout du fil fut directe, mais mesurée. Madame Irène, sa mère, avait été admise aux urgences avec de fortes douleurs et des signes d'épuisement extrême. Et le petit Gabriel, son fils de seulement 2 ans, était avec elle, effrayé et pleurant sans cesse. Mathieu ne raccrocha même pas correctement. Il attrapa ses clés, descendit en courant et monta dans sa voiture, la cravate desserrée et la chemise froissée. Les rues mouillées reflétaient les lumières de la ville, tandis qu'il accélérait sur l'avenue des Champs-Élysées. Des pensées confuses envahirent son esprit. Madame Irène avait toujours été une femme forte, indépendante, pleine de vie. Comment en était-elle arrivée là? Et Gabriel? Pourquoi était-il à l'hôpital avec elle au milieu de la nuit? Véronique, sa femme, n'était pas à la maison. Où était-elle? En arrivant à l'hôpital, Mathieu se dirigea directement vers le service des urgences. Un infirmier le conduisit jusqu'à l'une des chambres. Il ouvrit la porte doucement et ce qu'il vit le figea au milieu du couloir. Madame Irène était allongée sur le lit, pâle, tremblante, les yeux cernés et les mains fines agrippant le drap comme si elle se raccrochait à la vie. À côté d'elle, dans les bras d'une infirmière, Gabriel pleurait doucement, les petits yeux rouges et gonflés. Mathieu s'approcha de sa mère. Elle tourna lentement le visage et en le voyant, des larmes se mirent à couler. Il lui prit la main, sentant à quel point elle était froide et fragile. L'infirmière lui tendit Gabriel. Le petit garçon s'agrippa à son père de toutes ses forces, cachant son petit visage dans son cou, sanglotant encore. Mathieu ne comprenait pas. Il regarda la médecin qui entra juste après. Elle portait un dossier avec des examens et des rapports. D'une voix sérieuse mais prévenante, elle commença à expliquer. Madame Irène présentait des signes de dénutrition, de déshydratation sévère, de stress émotionnel aigu et des marques sur le corps indiquant des chutes récentes. Gabriel, quant à lui, était en état de choc émotionnel, avec des signes de négligence affective et des épisodes de pleurs prolongés sans consolation. Mathieu sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment était-ce possible? Sa mère vivait avec lui depuis 2 ans, depuis que Marine, sa première femme, était partie si soudainement le laissant seul avec un nouveau-né. Véronique était entrée dans sa vie justement à ce moment difficile, offrant soutien, soin, stabilité. Elle s'était présentée comme une femme douce, patiente, prête à aider. Et lui, complètement perdu et épuisé, avait accepté cette aide à bras ouverts. 6 mois plus tard, ils se mariaient. Mathieu avait toujours cru que Véronique s'occupait bien de sa mère et de Gabriel. Il travaillait trop, passait des journées entières dehors, voyageait constamment. Il lui faisait confiance. Mais maintenant, en regardant l'état de sa mère et la peur dans les yeux de son fils, il commençait à réaliser que quelque chose n'allait terriblement pas. Madame Irène serra plus fort la main de son fils. Ses lèvres tremblaient. Elle essaya de parler, mais les mots sortaient bas, entrecoupés. Mathieu se pencha pour mieux entendre. Elle murmura quelque chose qui le glaça. Elle demanda à ne pas rentrer à la maison. Elle le supplia de protéger Gabriel. Elle dit qu'il y avait des choses qu'il ne savait pas, des choses qu'elle avait cachées pour ne pas l'inquiéter, pour ne pas détruire la fragile paix qu'il essayait de construire après avoir perdu Marine. Mathieu sentit la colère monter. Il demanda directement ce qui se passait. Madame Irène ferma les yeux, prit une profonde inspiration et commença à raconter. Sa voix était faible, mais chaque mot portait un poids immense. Véronique n'était pas la femme qu'elle prétendait être. À la maison, loin de ses yeux, elle était froide, cruelle, manipulatrice.
Elle traitait Madame Irène comme un fardeau, ignorait ses besoins, l'isolait dans sa propre chambre pendant des heures, la laissait sans repas adéquat. Et Gabriel, le petit Gabriel, était constamment réprimandé, ignoré, laissé à pleurer seul dans son berceau. Madame Irène avoua qu'elle supportait tout en silence parce qu'elle avait peur que, si elle disait quelque chose, Véronique s'en prenne encore plus au petit garçon. Elle essayait de protéger son petit-fils, l'emmenant dans sa chambre dès qu'elle le pouvait, le calmant, lui chantant doucement des berceuses pour l'endormir. Mais Véronique s'en apercevait et réagissait avec une froideur calculée. Elle interdisait les visites ordonnées à Aziza, la fidèle femme de ménage, de se taire, menaçant que toute dénonciation aurait de graves conséquences. Mathieu était sous le choc. Comment n'avait-il rien remarqué? Comment avait-il laissé cela se produire sous son propre toit? Il serra sa mère dans ses bras avec précaution, sentant son corps fragile trembler. Gabriel restait agrippé à lui, comme s'il savait qu'il était enfin en sécurité. La médecin suggéra que Madame Irène reste hospitalisée pour observation et traitement. Mathieu accepta immédiatement. Il demanda également que Gabriel soit examiné par une psychologue pour enfants. Il ne partirait pas d'ici avant d'être certain qu'ils iraient tous les deux bien. En attendant les résultats des examens supplémentaires, Mathieu appela la maison. Véronique répondit à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée et irritée. Elle demanda où il était, pourquoi il avait disparu au milieu de la nuit. Mathieu, maîtrisant sa fureur, dit simplement que sa mère et Gabriel étaient à l'hôpital et qu'elle devait venir immédiatement. Véronique hésita. Elle demanda ce qui s'était passé. Mathieu ne répondit pas. Il répéta seulement qu'elle devait venir. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse dire autre chose. 40 minutes plus tard, Véronique arriva à l'hôpital. Elle était impeccablement habillée, maquillée, les cheveux coiffés. Elle paraissait calme, mais Mathieu remarqua quelque chose dans ses yeux. Une lueur d'inquiétude, peut-être de peur. Elle s'approcha, tenta de le serrer dans ses bras, mais il s'écarta. Il lui demanda directement ce qui était arrivé à sa mère et à son fils. Véronique prit un air surpris et inquiet. Elle dit qu'elle ne savait rien, que Madame Irène allait bien quand elle était allée se coucher, que Gabriel avait dormi tranquillement. Mathieu la dévisagea. Il lui demanda alors pourquoi sa mère était dans cet état, pourquoi Gabriel était terrorisé. Véronique détourna le regard. Elle commença à donner des excuses vagues. Elle dit que Madame Irène était têtue, qu'elle n'acceptait pas d'aide, qu'elle insistait pour faire les choses seule et finissait par se blesser. Quant à Gabriel, elle affirma que c'était un enfant difficile qui pleurait pour un rien, qu'elle faisait de son mieux mais que c'était compliqué de gérer un enfant si sensible. Mathieu sentit la colère exploser en lui. Mais il se contrôla. Ce n'était pas le moment des confrontations. C'était le moment de protéger ceux qu'il aimait. Il dit à Véronique qu'il resterait à l'hôpital avec sa mère et son fils, qu'elle pouvait rentrer à la maison. Véronique tenta de discuter, mais il fut ferme. Elle partit, mais avant de s'en aller, elle regarda Madame Irène une seconde. Ce fut un regard glacial, menaçant. Mathieu le vit, et cela confirma tout. Dans les heures qui suivirent, Mathieu resta aux côtés de sa mère. Gabriel s'endormit enfin dans ses bras, épuisé. Madame Irène, sous sédatif et se reposant, semblait un peu mieux. Mathieu profita du silence pour réfléchir. Comment avait-il été si aveugle? Comment n'avait-il pas vu les signes? Il se souvenait maintenant de petits détails qu'il avait ignorés. Madame Irène qui maigrissait, Gabriel de plus en plus silencieux, Aziza toujours la tête basse, évitant de le regarder dans les yeux. Aziza. Il devait lui parler. Il prit son téléphone et appela la maison. Aziza répondit d'une voix hésitante. Mathieu alla droit au but. Il lui demanda la vérité sur ce qui se passait dans cette maison. Aziza se mit à pleurer à l'autre bout du fil. Elle dit qu'elle aurait voulu le dire avant, mais qu'elle avait eu peur. Véronique la menaçait constamment. Elle disait que si elle ouvrait la bouche, elle ferait en sorte que Mathieu la renvoie, qu'elle détruirait sa réputation, que personne ne la croirait. Aziza déballa tout. Elle raconta les fois où Véronique enfermait Madame Irène dans sa chambre pendant des heures, les cris qu'elle poussait sur Gabriel quand il pleurait. Comment elle manipulait tout pour paraître parfaite quand Mathieu était là. Comment elle forçait Aziza à mentir, à cacher, à faire semblant que tout allait bien. Mathieu remercia Aziza et lui demanda de rester calme. Il lui dit que rien de tout cela n'était de sa faute et qu'il allait tout régler. Il raccrocha et resta là,
assis sur cette chaise inconfortable de l'hôpital, tenant son fils dans ses bras, regardant sa mère dormir. Il ressentit un mélange de culpabilité, de colère et de détermination. Il avait échoué. Mais maintenant, il n'échouerait plus. Quand le jour se leva, Mathieu avait déjà un plan. Premièrement, s'assurer que Madame Irène et Gabriel étaient en sécurité. Deuxièmement, découvrir exactement qui était Véronique, parce que quelque chose lui disait qu'il y avait bien plus derrière cette façade parfaite. L'assistante sociale de l'hôpital se présenta en milieu de matinée. C'était une femme d'âge mûr, au regard attentif et à la voix ferme. Elle se présenta comme docteur Béatrice et dit qu'elle devait lui parler de la situation. Mathieu l'accompagna dans une salle privée. Gabriel dormait toujours, maintenant dans le berceau que l'infirmerie avait mis à disposition. Docteur Béatrice fut directe. Elle expliqua que des cas comme celui-ci étaient délicats et qu'il était nécessaire d'enquêter en profondeur. Elle posa des questions sur la routine de la maison, sur Véronique, sur comment tout avait commencé. Mathieu raconta tout. Il parla de la mort de Marine, de comment il avait rencontré Véronique, de comment elle s'était insérée dans sa vie si rapidement et efficacement. Il parla de comment, aveuglé par le deuil et le travail, il lui avait fait entièrement confiance. Docteur Béatrice prenait des notes. À la fin, elle suggéra que Mathieu envisage de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille. Elle recommanda également qu'il installe des caméras discrètes dans la maison, au cas où il y retournerait avec sa famille. Et surtout qu'il maintienne Madame Irène et Gabriel, loin de Véronique, jusqu'à ce que tout soit éclairci. Mathieu fut d'accord avec tout. Il sortit de cette salle l'esprit en ébullition. Il retourna dans la chambre et trouva sa mère réveillée. Elle le regarda avec ses yeux fatigués, mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Un soulagement, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Mathieu s'assit à côté d'elle et lui prit la main. Il promit qu'il s'occuperait de tout, qu'elle et Gabriel seraient en sécurité, qu'il ne laisserait plus jamais personne leur faire du mal. Madame Irène sourit faiblement et serra la main de son fils. Cet après-midi-là, Mathieu passa quelques appels. D'abord à son avocat personnel, maître Henri Moreau, un homme expérimenté et discret. Il expliqua la situation et demanda conseil. Maître Moreau fut clair. Il fallait réunir des preuves, tout documenter, agir avec prudence. Mathieu appela également un ami de confiance qui travaillait dans la sécurité privée. Il lui demanda d'installer des caméras cachées dans la maison et d'enquêter sur le passé de Véronique. Pendant ce temps, Véronique appelait constamment. Elle envoyait des messages. Elle demandait quand il rentrerait, si Madame Irène allait bien, si Gabriel allait mieux. Mathieu répondait de manière brève et évasive. Il disait que tout était sous contrôle, qu'il rentrerait bientôt, mais il ne donnait pas de détails. En fin de journée, Mathieu reçut un appel de Paul, l'ami de la sécurité. Il avait commencé à enquêter sur Véronique et avait déjà des informations préliminaires. Il suggéra qu'ils se rencontrent en personne. Mathieu demanda à Aziza de rester à l'hôpital avec Madame Irène et Gabriel pendant quelques heures et sortit retrouver Paul. Ils se retrouvèrent dans un café discret du Marais. Paul ouvrit son ordinateur portable et commença à montrer ce qu'il avait découvert. Véronique n'était pas exactement celle qu'elle prétendait être. Son nom complet était Véronique Sampaio Almeida, mais avant cela, elle utilisait un autre nom de famille. Il y avait des traces de passage dans d'autres villes, des liens avec des personnes à la réputation douteuse, des historiques de relations brèves avec des hommes fortunés. Paul découvrit également quelque chose de troublant. Véronique avait 3 sœurs, et toutes avaient un schéma similaire. Des relations éclairs avec des hommes plus âgés, des situations de contrôle financier, des disparitions soudaines. C'était comme une stratégie, une forme de survie, ou pire, un mode de vie calculé. Mathieu resta silencieux, absorbant tout. Paul continua. Il dit qu'il lui faudrait plus de temps pour tout confirmer, mais que les indices étaient clairs. Véronique était dangereuse, pas au sens de violence physique, mais au sens émotionnel, manipulateur, psychologique. Elle savait comment entrer dans la vie des gens, comment gagner leur confiance, comment contrôler les situations. Mathieu remercia son ami et lui demanda de continuer à enquêter. Il retourna à l'hôpital, l'esprit lourd. Il entra dans la chambre et vit Gabriel réveillé, jouant avec un ourson que l'infirmière lui avait donné. Le petit garçon sourit en voyant son père.
Ce sourire, si rare ces derniers mois, brisa le cœur de Mathieu. Comment n'avait-il pas vu que son fils souffrait? Madame Irène allait mieux aussi. Elle avait mangé un peu, parlé avec les infirmières, même ri d'une blague stupide que l'une d'elles avait racontée. Mathieu s'assit à côté d'elle et lui raconta de manière résumée ce qu'il avait découvert. Madame Irène ne parut pas surprise. Elle dit qu'elle avait toujours senti quelque chose d'étrange chez Véronique. Une froideur déguisée en gentillesse, un calcul derrière chaque geste. Mathieu lui demanda pourquoi elle n'avait rien dit avant. Madame Irène soupira. Elle dit qu'elle avait essayé plusieurs fois de manière subtile. Mais Mathieu était si perdu, si concentré sur la survie au deuil et au travail, qu'il n'avait pas voulu écouter. Et puis, quand elle a réalisé que Véronique avait le contrôle sur tout, elle a eu peur. Peur que, en parlant, les choses n'empirent. Mathieu serra sa mère dans ses bras et s'excusa. S'excusa de ne pas avoir vu, de ne pas avoir protégé, d'avoir été si absent. Madame Irène caressa le visage de son fils et dit que maintenant, il était temps d'aller de l'avant, de protéger Gabriel, de reconstruire. Cette nuit-là, Mathieu dormit dans un fauteuil à côté du lit de sa mère, avec Gabriel allongé sur un matelas improvisé par terre. Pour la première fois depuis des mois, il sentit qu'il faisait ce qu'il fallait, qu'il était présent, qu'il protégeait ceux qui comptaient vraiment. Mais il savait que ce n'était que le début. Véronique n'abandonnerait pas facilement. Elle avait investi du temps, de l'énergie, de la stratégie dans cette relation. Et les gens comme elle n'acceptent pas de perdre le contrôle sans se battre. Mathieu regarda par la fenêtre de l'hôpital. La ville de Paris, immense et chaotique, continuait de tourner. Dehors, des millions de vies, des millions d'histoires. Et là, dans cette chambre d'hôpital, commençait sa propre bataille. Une bataille non pas contre le monde, mais contre les ombres qu'il avait lui-même laissées entrer dans sa vie. Il prit son téléphone et écrivit un message à son avocat. Il devait entamer les démarches de séparation. Mais avant cela, il devait garantir la sécurité de sa famille. Maître Moreau répondit rapidement. Il dit qu'il préparait déjà tout et qu'il se retrouverait le lendemain matin. Mathieu rangea son téléphone et ferma les yeux. Il savait que les prochains jours seraient difficiles. Il savait qu'il devrait affronter Véronique, qu'il devrait faire face à des révélations qu'il aurait peut-être préféré ne pas connaître. Mais maintenant, il n'était plus seul. Il avait sa mère, il avait Gabriel, et il avait la détermination d'un homme qui s'était enfin réveillé. Dans la chambre d'à côté, une infirmière prenait ses notes. Dans le couloir, l'hôpital suivait son rythme nocturne. Et dehors, quelque part dans Paris, Véronique planifiait ses prochains coups. Car pour elle, ce n'était pas la fin, c'était juste un changement de stratégie. Et elle avait toujours été très douée pour s'adapter. Le matin arriva avec un soleil timide qui tentait de percer les nuages gris au-dessus de Paris. Mathieu se réveilla avec une douleur au cou, résultat de la nuit mal dormie dans le fauteuil de l'hôpital. Gabriel dormait encore tranquillement, enroulé dans la couverture que l'infirmière avait apportée. Madame Irène était réveillée, regardant par la fenêtre avec une expression pensive. Mathieu se leva et alla vers elle. Il lui demanda comment elle avait dormi. Elle sourit faiblement et dit que c'était sa meilleure nuit depuis longtemps. Pour la première fois depuis des mois, elle avait dormi sans peur, sans avoir à rester sur ses gardes, sans avoir à s'inquiéter de Gabriel pleurant seul dans l'autre chambre. Le médecin entra pour l'évaluation matinale. Il dit que Madame Irène répondait bien au traitement, mais qu'il serait important de la garder en observation quelques jours de plus. Mathieu accepta volontiers. Rien ne pressait. L'important était de s'assurer qu'elle se rétablisse complètement. Après le petit déjeuner, que Mathieu tint à prendre sur place avec sa mère et son fils, il reçut l'appel de maître Henri Moreau. L'avocat était dans le hall de l'hôpital et demandait à le rencontrer. Mathieu demanda à Aziza, qui était arrivée tôt, de rester avec Madame Irène et Gabriel et descendit pour discuter. Maître Moreau était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs, à la posture élégante et à la voix ferme. Il salua Mathieu d'une poignée de main et suggéra qu'ils discutent dans un endroit plus privé. Ils allèrent à la cafétéria de l'hôpital et s'assirent à une table isolée. L'avocat alla droit au but. Il dit qu'il avait examiné la situation et qu'il était fondamental d'agir avec prudence et intelligence. Véronique, d'après ce que Mathieu avait raconté et ce qui commençait à être découvert, était une personne stratégique.
Il ne serait pas facile de simplement l'expulser de la maison ou de demander le divorce sans conséquence. Il était nécessaire de construire un dossier solide, de rassembler des preuves, de protéger les biens et surtout de garantir la garde exclusive de Gabrielle. Mathieu écouta attentivement. Maître Moreau expliqua que, légalement, Véronique n'avait aucun droit sur Gabrielle, puisqu'elle n'était ni la mère biologique, ni n'avait engagé de procédure d'adoption. Mais elle pourrait invoquer l'abandon, la négligence de sa part, tenter d'utiliser la situation à son avantage. C'est pourquoi il était crucial de tout documenter. Les conditions dans lesquelles Madame Irène et Gabrielle avaient été trouvées, les témoignages d'Aziza, les rapports médicaux et sociaux. L'avocat suggéra également que Mathieu évite les confrontations directes, qu'il agisse avec froideur et planification. Véronique ne devait pas se rendre compte qu'il se préparait à une séparation définitive. Il était important de maintenir une apparence de normalité jusqu'à ce que tout soit dûment engagé. Mathieu accepta, bien qu'il sût qu'il serait difficile de feindre la normalité près d'elle. La colère, la déception, le sentiment de trahison étaient des émotions qui le brûlaient de l'intérieur. Mais il comprit la stratégie. Il ne s'agissait pas de lâcheté, mais de protection. Protection pour sa mère, pour son fils, pour lui-même. Maître Moreau lui tendit un dossier de documents. C'étaient des contrats que Mathieu devait examiner, des autorisations pour que l'avocat puisse agir en son nom, des demandes de blocage de comptes joints et de protection du patrimoine. Mathieu signa tout sur le champ, utilisant la table de la cafétéria comme support. Avant de prendre congé, l'avocat lança un avertissement. Il dit que Mathieu devait être préparé au pire. Des personnes comme Véronique, lorsqu'elles sentent qu'elles perdent le contrôle, peuvent réagir de manière imprévisible. Pas nécessairement par une agression physique, mais par la manipulation émotionnelle, le chantage, les tentatives de retourner la situation à leur avantage. Mathieu devait être attentif, vigilant. Après le départ de Maître Moreau, Mathieu resta assis quelques minutes, regardant l'agitation de la cafétéria. Les gens entraient et sortaient, portant des cafés, parlant au téléphone, vivant leur vie normale. Il enviait cette normalité, cette simplicité. Sa vie, qui semblait si organisée et contrôlée, s'était révélée être un chaos déguisé. Il retourna dans la chambre et trouva Gabrielle en train de jouer avec quelques jouets qu'Aziza avait apportés de la maison. Le petit garçon était plus vif, plus présent. Madame Irène observait son petit-fils avec un sourire. C'était comme si, loin de cette maison, loin de Véronique, tout le monde pouvait enfin respirer. Mathieu prit son téléphone et vit plusieurs messages de Véronique. Elle demandait quand il rentrerait, disait qu'elle était inquiète, qu'il lui manquait. Il y avait un message plus récent, envoyé quelques minutes auparavant, disant qu'elle passerait à l'hôpital dans l'après-midi pour leur rendre visite. Mathieu sentit son estomac se nouer, mais il se souvint des paroles de l'avocat. Il ne pouvait pas montrer d'hostilité ouverte. Il répondit de manière neutre, disant simplement qu'il serait là. Madame Irène remarqua la tension sur le visage de son fils. Elle demanda ce qui se passait. Mathieu expliqua que Véronique viendrait leur rendre visite et qu'il était important que tout le monde agisse naturellement. Madame Irène acquiesça, mais il vit la peur revenir dans ses yeux. Mathieu prit la main de sa mère et lui assura que rien n'arriverait, qu'il serait là tout le temps. À 15 heures, Véronique arriva. Elle entra dans la chambre avec un sourire doux, portant un bouquet de fleurs et un sac de pâtisserie. Elle salua Madame Irène avec une fausse inquiétude, lui demandant comment elle allait. Madame Irène répondit, de manière sobre, remerciant pour les fleurs. Véronique se tourna alors vers Gabriel. Elle tenta de le prendre dans ses bras, mais le petit garçon s'agrippa à Mathieu, cachant son visage. Véronique dissimula sa frustration par un rire forcé. Elle commenta que Gabriel était un peu perdu, que c'était normal après avoir passé la nuit à l'hôpital. Mathieu observait chacun de ses mouvements, chaque mot, chaque geste. Maintenant qu'il connaissait la vérité, il voyait ce qu'il ignorait auparavant. La fausseté dans le sourire, la froideur dans les yeux, la tension déguisée. Véronique était une actrice, et une très bonne actrice. Elle tira une chaise et s'assit près du lit. Elle commença à dire à quel point elle s'était inquiétée, comment elle ne comprenait pas ce qui s'était passé, comment elle voulait aider. Mathieu l'interrompit. Il dit que le médecin avait expliqué que Madame Irène souffrait d'un état de stress extrême et de dénutrition,
qu'il faudrait en rechercher les causes. Véronique feignit la surprise. Elle dit que Madame Irène avait toujours été têtue, qu'elle refusait la nourriture, qu'elle n'acceptait pas d'aide. Madame Irène resta silencieuse, mais Mathieu vit les larmes se former dans ses yeux. Il prit la main de sa mère et dit à Véronique qu'à partir de maintenant, il s'occuperait personnellement de son alimentation et de son bien-être. Véronique sourit, mais il y avait quelque chose de dangereux dans ce sourire. Elle demanda si Mathieu insinuait quelque chose, s'il la blâmait pour quoi que ce soit. Mathieu garda une voix calme. Il dit qu'il ne blâmait personne, qu'il s'assurait simplement que sa mère et son fils reçoivent les soins nécessaires. L'atmosphère devint tendue. Véronique changea rapidement de sujet. Elle demanda quand il rentrerait à la maison. Mathieu dit que Madame Irène resterait quelques jours de plus en observation et qu'il resterait à l'hôpital avec elle. Véronique insista. Elle dit que ce n'était pas nécessaire, qu'Aziza pouvait rester, qu'il devait se reposer, travailler, s'occuper de ses affaires. Mathieu fut ferme. Il dit que ses affaires pouvaient attendre, que sa priorité maintenant était sa famille. Véronique n'apprécia pas la réponse. Elle se leva, dit qu'elle devait aller régler quelques affaires et qu'elle reviendrait le lendemain. Elle lui dit au revoir d'un baiser froid sur la joue et partit. Dès que la porte se referma, Madame Irène laissa échapper l'air qu'elle retenait. Mathieu réalisa qu'elle était restée tendue tout le temps. Gabriel, qui était resté silencieux dans les bras de son père, commença à se détendre aussi. C'était incroyable comme un enfant de seulement 2 ans pouvait déjà sentir l'énergie négative de cette femme. Le soir, après que Gabriel se soit endormi et que Madame Irène se reposait, Mathieu reçut un appel de Paul, l'ami qui enquêtait sur Véronique. Il avait découvert quelque chose d'important et voulait le rencontrer au plus vite. Mathieu demanda à Aziza de rester à nouveau à l'hôpital et sortit retrouver Paul dans un restaurant discret de Saint-Germain-des-Prés. Paul attendait à une table au fond. Il avait une expression sérieuse. Dès que Mathieu s'assit, Paul ouvrit un dossier contenant des documents et des photos. Ce qu'il avait découvert était troublant. Véronique et ses 3 sœurs, Julie, Patricia et Renée, avaient grandi ensemble dans un orphelinat de la Creuse. Elles avaient toutes été adoptées par des familles différentes, mais avaient gardé le contact au fil des ans. Et toutes, absolument toutes, avaient un schéma de relation avec des hommes plus âgés, des situations de contrôle financier et des disparitions soudaines. Paul montra des coupures de vieux journaux, des rapports d'enquête classés, des registres de police. Il y avait des cas d'hommes qui avaient perdu des fortunes, d'autres qui avaient simplement disparu des villes où ils vivaient, certains qui étaient tombés dans une profonde dépression. Il n'y avait pas de preuves concrètes de crime, mais il y avait un schéma clair, un schéma de manipulation systématique. Mathieu sentit un frisson le parcourir. Il demanda s'il y avait un lien spécifique entre Véronique et sa famille. Paul hésita. Il dit qu'il enquêtait encore, mais qu'il y avait une piste intrigante. Richard, le frère de Mathieu, avait eu une brève liaison avec l'une des sœurs de Véronique quelques années auparavant. Julie. Mathieu fut choqué. Richard avait toujours été une personne fragile émotionnellement, dépendant financièrement de son frère aîné. Il vivait grâce à l'aide de Mathieu, qui payait ses factures, subvenait à son style de vie erratique. Et maintenant, il découvrait que Richard avait été impliqué avec quelqu'un du cercle de Véronique. Paul continua. Il dit qu'il essayait de localiser Richard pour lui parler, mais qu'il avait disparu depuis quelques semaines. Mathieu sentit le poids de cette information. Richard pouvait-il être impliqué dans tout cela? Avait-il pu être manipulé par ces femmes? Paul suggéra que Mathieu redouble de prudence. S'il y avait vraiment un lien entre Richard et la famille de Véronique, les choses étaient beaucoup plus complexes qu'elles ne le paraissaient. Mathieu accepta et demanda à Paul de continuer à enquêter. Il lui demanda également d'essayer de retrouver Richard au plus vite. En retournant à l'hôpital, Mathieu était épuisé mentalement et émotionnellement. Il entra doucement dans la chambre pour ne pas réveiller Gabriel et Madame Irène. Il s'assit dans le fauteuil et resta là, à les regarder dormir. Il pensa à Marine, sa première femme. Il se souvint de sa douceur, de son authenticité, de sa joie de vivre. Il se souvint du jour où elle était partie, le laissant seul avec un bébé dans les bras. Mathieu avait toujours cru que le départ de Marine avait été soudain une fatalité de la vie. Mais maintenant, avec tout ce qu'il découvrait, un doute terrible commença à surgir.
Et si ce n'était pas seulement une fatalité? Et s'il y avait eu autre chose? Il secoua la tête, essayant de chasser cette pensée. Il ne pouvait pas commencer à imaginer des choses sans preuve, mais la graine du doute avait été plantée. Le lendemain matin, maître Moreau appela de nouveau. Il dit qu'il avait obtenu une ordonnance du tribunal pour que des caméras de sécurité soient installées dans la maison de Mathieu, arguant de la nécessité de protection familiale. Il avait également officiellement entamé la procédure de séparation, mais de manière discrète, sans que Véronique n'en soit encore informée. Mathieu le remercia et demanda combien de temps il faudrait pour que tout soit réglé. Maître Moreau fut honnête. Il dit que cela dépendrait de nombreux facteurs, mais qu'il ferait de son mieux pour accélérer le processus. L'important était de ne pas laisser Véronique s'en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard pour qu'elle réagisse. Au cours des jours suivants, Mathieu maintint sa routine à l'hôpital. Véronique apparaissait quotidiennement pour de courtes visites, essayant toujours de paraître inquiète et serviable. Mais Mathieu voyait à travers le masque. Il voyait l'impatience dans ses yeux, l'irritation quand il disait qu'il resterait plus longtemps à l'hôpital, la frustration quand elle essayait de s'approcher de Gabriel et que le garçon refusait. Madame Irène allait de mieux en mieux chaque jour. Les médecins étaient impressionnés par son rétablissement. Elle recommençait à bien manger, à parler, à sourire. C'était comme si, libérée de cette oppression quotidienne, elle était renée. Gabriel était aussi différent, plus vif, plus communicatif, riant aux blagues des infirmières. Un après-midi, alors que Mathieu était seul dans le couloir, à répondre à des emails professionnels, l'une des assistantes sociales s'approcha. C'était Dr Béatrice. Elle demanda à lui parler en privé. Ils allèrent dans une salle de réunion vide. Dr Béatrice dit qu'elle avait fait une évaluation détaillée du cas et que ses rapports recommandaient que Madame Irène et Gabriel ne retournent pas à la maison tant que Véronique y serait. Elle expliqua que, bien qu'il n'y ait pas de preuves de violence physique, il y avait des signes clairs d'abus émotionnels et de négligence, et cela suffisait pour une recommandation officielle. Mathieu fut soulagé. Ce rapport serait fondamental pour la procédure de séparation et pour garantir la garde définitive de Gabriel. Il remercia Dr Béatrice et demanda une copie de tout. Cette nuit-là, Mathieu prit une décision. Il ne retournerait pas dans cette maison. Il louerait un appartement temporaire, y emmènerait Madame Irène et Gabriel dès qu'elles sortiraient de l'hôpital, et ne retournerait à la demeure que pour récupérer ses affaires quand Véronique ne serait pas là. Il était temps de rompre, complètement. Il appela Maître Moreau et lui communiqua sa décision. L'avocat convint que c'était la meilleure stratégie. Il l'informa également que Richard avait été localisé. Il se trouvait dans un hôtel bon marché de Belleville, apparemment sans argent, évitant tout contact avec la famille. Paul avait réussi à lui parler et avait fixé un rendez-vous pour le lendemain. Mathieu demanda à participer à cette rencontre. Il devait regarder son frère dans les yeux et comprendre ce qui se passait réellement. Le lendemain, Mathieu laissa Madame Irène et Gabriel sous la garde d'Aziza et sortit retrouver Richard. L'hôtel était simple, presque délabré dans une rue animée près de Belleville. Paul attendait à la réception. Ils montèrent ensemble jusqu'à la chambre du 3e étage. Richard ouvrit la porte. Il était méconnaissable, maigre, avec des cernes profonds, une barbe de plusieurs jours, des vêtements froissés. Il ressemblait à un homme détruit. En voyant Mathieu, il se mit à pleurer. Il dit qu'il était désolé, qu'il avait honte, qu'il avait fait quelque chose de terrible. Mathieu entra dans la chambre et s'assit sur la seule chaise disponible. Richard resta debout, adossé au mur. Paul resta près de la porte. Mathieu demanda à Richard de tout lui raconter. Richard commença à parler entre deux sanglots. Il raconta qu'il avait rencontré Julie, la sœur de Véronique, il y a environ 3 ans. Elle était charmante, attentionnée, semblait sincèrement intéressée par lui. Ils eurent une relation brève mais intense. Julie posait beaucoup de questions sur la famille, sur Mathieu, sur ses affaires. Richard, naïf et en manque d'affection, racontait tout. Quand Marine tomba enceinte puis partit si soudainement, Richard fut sous le choc. Julie le consola. C'est à cette époque qu'elle mentionna avoir une sœur, Véronique, qui avait également subi des pertes et pourrait aider Mathieu. Richard, voulant aider son frère et impressionné par la prétendue bonté de Julie, organisa une rencontre fortuite entre Mathieu et Véronique.
Mathieu sentit son sang se glacer. Tout avait été planifié depuis le début. Véronique n'était pas entrée dans sa vie par hasard. C'était une stratégie calculée, orchestrée avec l'aide de son propre frère. Richard continua. Il dit qu'après le mariage de Mathieu et Véronique, Julie commença à changer. Elle devint froide, distante. Elle demanda de l'argent à Richard à plusieurs reprises. Lui, n'osant pas en demander plus à Mathieu, commença à vendre ses propres biens, à emprunter à des usuriers. Julie disparut il y a quelques mois, le laissant endetté et désespéré. C'est alors que Richard commença à se méfier. Il fit des recherches sur Julie, découvrit ses sœurs, trouva les schémas, et il réalisa qu'il avait mis son propre frère en danger. Mais il avait si peur, si honte, qu'il n'avait pas réussi à le dire. Il s'était enfui, s'était caché, avait essayé de disparaître. Mathieu essayait de tout assimiler. Son propre frère, même inconsciemment, avait été la porte d'entrée de ce cauchemar. Mais en regardant Richard, en voyant son état, Mathieu réalisa qu'il était aussi une victime. Une victime de sa propre faiblesse, certes, mais une victime quand même. Mathieu se leva et s'approcha de son frère. Richard s'attendait à de la colère, des accusations, du rejet, mais Mathieu le serra dans ses bras. Il dit qu'il comprenait, qu'il ne le blâmait pas, qu'ils résoudrait cela ensemble. Richard s'effondra en larmes dans les bras de son frère. Paul observait tout en silence. Après ce moment, il suggéra que Richard collabore officiellement à l'enquête, qu'il raconte tout aux autorités, qu'il aide à monter le dossier contre Véronique et ses sœurs. Richard accepta sans hésiter. Mathieu emmena Richard dans un meilleur hôtel, paya son séjour, lui donna de l'argent pour qu'il se nourrisse et prenne soin de lui. Il prit également rendez-vous avec un psychologue. Richard avait besoin d'une aide professionnelle. En retournant à l'hôpital cet après-midi-là, Mathieu ressentait un mélange d'émotions. Colère, tristesse, soulagement, détermination. Mais par-dessus tout, il sentait qu'il comprenait enfin la dimension du problème. Et avec cette compréhension venait le pouvoir d'agir. Madame Irène sortit de l'hôpital une semaine plus tard. Les médecins étaient satisfaits de son rétablissement et la laissèrent partir avec des recommandations de suivi ambulatoire. Mathieu, fidèle à sa décision, n'emmena ni sa mère ni Gabriel à la grande maison. Il avait loué un appartement spacieux à Auteuil, un quartier calme et sûr, loin des yeux de Véronique. L'appartement avait 3 chambres, un grand salon avec balcon et beaucoup de lumière naturelle. Mathieu engagea une infirmière pour accompagner Madame Irène pendant la journée et une nounou de confiance recommandée par Aziza pour l'aider avec Gabriel. Il installa également des caméras de sécurité dans toutes les pièces et à l'entrée de l'immeuble. Il ne prendrait plus de risques. Véronique, bien sûr, n'accepta pas bien la nouvelle. Quand Mathieu l'informa finalement qu'il ne rentrerait pas à la maison, elle explosa. Elle appela plusieurs fois, envoya des messages furieux, exigea des explications. Mathieu resta calme. Il dit simplement qu'il avait besoin de temps pour s'occuper de sa mère et réorganiser les choses, qu'ils se parleraient bientôt en personne. Mais Véronique n'était pas stupide. Elle sentit que quelque chose avait changé. Mathieu était différent, plus distant, plus ferme, plus maître de lui. Et cela l'a mis en alerte. Les gens comme Véronique avaient un instinct aiguisé pour détecter quand ils perdaient la partie. Quelques jours plus tard, Mathieu reçut un appel inattendu. C'était une femme qui s'identifia comme Dr Lucienne Fournier, pathologiste de l'Institut médico-légal. Elle dit qu'elle devait lui parler d'un sujet délicat concernant sa défunte épouse, Marine. Mathieu sentit son cœur s'emballer. Il demanda de quoi il s'agissait. Dr Fournier demanda à le rencontrer en personne. Mathieu accepta et ils fixèrent un rendez-vous pour le lendemain. Cette nuit-là, Mathieu ne parvint presque pas à dormir. Les mots de la pathologiste résonnaient dans son esprit. Qu'aurait-elle découvert sur Marine? Serait-il possible que ses plus sombres soupçons soient exacts? Le lendemain, Mathieu se rendit à l'IML, accompagné de Maître Moreau. Dr Fournier les reçut dans son bureau, un espace fonctionnel avec des étagères pleines de dossiers et un ordinateur sur la table. C'était une femme d'âge mûr, au regard sérieux et à la posture professionnelle. Dr Fournier commença par expliquer qu'elle avait été contactée par une collègue travaillant à l'hôpital où Marine était décédée. Cette collègue révisait de vieux cas lorsqu'elle trouva des incohérences dans le rapport de décès de Marine.
Inquiète, elle demanda à Dr Fournier de réévaluer le cas. Mathieu était tendu. Maître Moreau prenait des notes. Dr Fournier continua. Elle expliqua qu'à l'époque, la cause du décès de Marine avait été enregistrée comme des complications de grossesse. Un événement tragique, mais pas rare. Cependant, en révisant les analyses toxicologiques archivées, elle avait trouvé quelque chose d'alarmant. Il y avait des traces de substances qui n'auraient pas dû être présentes dans l'organisme d'une femme enceinte en bonne santé. Des substances qui, à des doses accumulées, pouvaient provoquer les symptômes que Marine avait présentés avant de décéder. Faiblesse progressive, nausées constantes, confusion mentale, collapsus soudain. Mathieu sentit le monde s'effondrer à nouveau. Il demanda si cela signifiait ce qu'il pensait. Dr Fournier hésita, choisissant ses mots avec soin. Elle dit qu'elle ne pouvait rien affirmer catégoriquement sans une enquête plus approfondie, mais que les indices suggéraient une intoxication intentionnelle et progressive. Maître Moreau intervint. Il demanda s'il serait possible de faire une analyse définitive. Dr Fournier répondit que oui, mais qu'il faudrait une autorisation judiciaire pour une exhumation et de nouveaux examens. Maître Moreau assura qu'il s'occuperait de tout. Mathieu sortit de cette rencontre complètement bouleversé. Marine, sa première femme, la mère de Gabriel, n'était pas partie à cause d'une fatalité. On la lui avait enlevée, et tout pointait vers Véronique. Il retourna à l'appartement d'Auteuil, encore sous le choc de la révélation. Madame Irène remarqua l'état de son fils dès qu'il entra. Elle demanda ce qui s'était passé. Mathieu s'assit à côté d'elle sur le canapé et raconta tout. Madame Irène devint pâle. Ses yeux s'emplirent de larmes. Elle prit les mains de son fils et dit quelque chose qui donna un sens à tout. Elle raconta que, dans les mois précédant le décès de Marine, Véronique fréquentait déjà la maison. Elle apparaissait sous divers prétextes, s'offrant toujours pour aider, pour tenir compagnie à Marine, pour préparer des tisanes et des repas spéciaux pour la femme enceinte. Mathieu se souvint. C'est vrai. Véronique était déjà dans les parages. Il avait oublié ce détail. À l'époque, il avait trouvé cela gentil de sa part. Il pensait que c'était juste une personne solidaire aidant une femme enceinte. Mais maintenant, sachant tout, il réalisait que cela faisait partie du plan. Madame Irène continua. Elle dit qu'elle avait trouvé certaines choses étranges à l'époque. Marine se plaignait de goûts bizarres dans la nourriture, de se sentir plus faible après certains aliments que Véronique préparait. Mais tout le monde attribuait cela aux hormones de la grossesse, aux envies et aux aversions courantes chez les femmes enceintes. Personne n'avait imaginé que cela pouvait être quelque chose de pire. Mathieu était anéanti. Il ressentait une culpabilité écrasante. Comment n'avait-il rien remarqué? Comment avait-il laissé cette femme entrer dans sa vie, dans sa maison, près de Marine? La colère qu'il ressentait envers Véronique était maintenant accompagnée d'une colère encore plus grande envers lui-même. Madame Irène serra son fils dans ses bras. Elle dit qu'il ne pouvait pas se blâmer, que Véronique était une manipulatrice expérimentée, qu'elle avait trompé tout le monde, que personne n'aurait pu le prévoir. Mais Mathieu savait qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour se pardonner. Maître Moreau appela 2 jours plus tard. Il avait obtenu l'autorisation judiciaire pour l'exhumation. La procédure aurait lieu dans 1 semaine. Mathieu autorisa tout. Il avait besoin de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Pendant ce temps, Paul continuait d'enquêter sur Véronique et ses sœurs. Il découvrit que les 4 femmes avaient un passé complexe. Elles avaient grandi dans des orphelinats différents, après avoir été retirées de familles d'accueil problématiques. Ce passé traumatique les avait unies dans une sorte de pacte de survie déformé. Elles voyaient le monde comme un lieu hostile et croyaient que la seule façon de garantir leur sécurité était par le contrôle et la manipulation. Paul découvrit aussi quelque chose de plus récent. Véronique avait effectué des retraits importants des comptes joints qu'elle avait avec Mathieu. Des montants élevés, transférés sur des comptes au nom de tiers. Elle se préparait à fuir. Mathieu informa immédiatement Maître Moreau. L'avocat obtint une ordonnance de blocage des comptes. Véronique ne pourrait plus déplacer d'argent. Cela la rendrait furieuse mais aussi vulnérable. Le jour de l'exhumation, Mathieu n'alla pas au cimetière. Il n'aurait pas pu le supporter. Il resta dans l'appartement avec Gabriel, jouant avec le petit garçon essayant de s'occuper. Madame Irène priait dans sa chambre. Aziza préparait le déjeuner dans la cuisine. C'était une journée d'attente angoissante. Maître Moreau appela en fin d'après-midi.
Les résultats préliminaires des nouveaux examens confirmaient les soupçons. Marine avait été intoxiquée de manière progressive et intentionnelle. L'enquête criminelle serait officiellement rouverte et Véronique serait convoquée pour témoigner. Mathieu raccrocha le téléphone et resta là, debout au milieu du salon, sentant le poids de cette confirmation. Marine n'aurait pas dû partir. Gabriel n'aurait pas dû grandir sans sa mère. Tout aurait pu être différent sans Véronique. Le lendemain matin, 2 policiers se rendirent à la demeure pour convoquer Véronique. Elle les reçut avec surprise et indignation. Lorsqu'elle apprit de quoi il s'agissait, elle tenta de garder son sang-froid, mais elle était visiblement ébranlée. Elle fut emmenée au commissariat pour déposer. Pendant son interrogatoire, Véronique nia tout. Elle dit qu'elle connaissait à peine Marine, qu'elle n'avait aidé que quelques fois par solidarité, qu'elle ne ferait jamais une chose aussi terrible. Mais les enquêteurs avaient des preuves, des registres d'achat de substances, des messages échangés avec ses sœurs, des témoignages de personnes qu'il avait vues préparer de la nourriture pour Marine. Confrontée aux preuves, Véronique changea de stratégie. Elle se mit à pleurer, à se victimiser, à dire qu'elle était incomprise, qu'on l'accusait injustement. Mais la commissaire en charge de l'affaire, Amanda Renaud, était expérimentée. Elle avait déjà eu affaire à des manipulatrices et ne se laissa pas duper. Véronique fut libérée temporairement, mais avec l'ordre de ne pas s'approcher de Mathieu, de Madame Irène ou de Gabriel. Son passeport fut également retenu. Elle sortit du commissariat, le visage fermé, les yeux pleins d'une fureur contenue. Mathieu apprit tout par maître Moreau. L'avocat lui conseilla de redoubler de sécurité. Véronique était acculée, et les personnes acculées pouvaient en faire des choses imprévisibles. Cette nuit-là, Mathieu était dans l'appartement lorsqu'il reçut un appel d'un numéro inconnu. Il hésita, mais répondit. C'était Julie, la sœur de Véronique, qui avait eu une liaison avec Richard. Julie dit qu'elle devait lui parler en personne, qu'elle avait des informations importantes. Mathieu se méfia. Cela pouvait être un piège. Mais Julie insista, disant qu'elle voulait se racheter, qu'elle n'était plus d'accord avec ce que faisaient ses sœurs, qu'elle avait peur de ce que Véronique pourrait faire. Mathieu consulta maître Moreau et Paul. Ils décidèrent d'accepter la rencontre, mais avec toutes les précautions. Ce serait dans un lieu public, en journée, avec Paul et un garde du corps les surveillant de loin. La rencontre fut fixée dans un café à la Défense. Julie arriva ponctuellement. C'était une femme à l'apparence fragile, aux cheveux blonds courts, aux yeux clairs. Elle semblait effrayée. Mathieu s'assit en face d'elle. Julie commença à parler rapidement, comme si elle avait peur de perdre son courage. Elle raconta que les 4 sœurs avaient fait un pacte des années auparavant. Elles se soutiendraient mutuellement, utiliseraient leurs talents pour garantir leur sécurité financière, ne dépendraient de personne. Au début, il s'agissait juste de se protéger. Mais avec le temps, surtout sous l'influence de Véronique, qui était la plus intelligente et la plus froide, cela s'était transformé en quelque chose de plus sombre. Julie dit qu'elle regrettait profondément d'avoir impliqué Richard, qu'elle l'aimait vraiment, mais que Véronique l'avait pressée d'utiliser cette relation pour atteindre Mathieu. Julie avoua qu'elle avait toujours su le plan de Véronique avec Marine, mais n'avait pas eu le courage de le dénoncer. Elle avait peur de sa sœur, peur des conséquences. Mathieu l'écoutait en silence, maîtrisant la colère qu'il ressentait. Julie continua. Elle dit que, maintenant, Véronique était désespérée, qu'elle avait perdu le contrôle de la situation et qu'elle préparait quelque chose. Julie ne savait pas exactement quoi, mais elle connaissait assez sa sœur pour savoir que ce serait dangereux. Mathieu demanda si Julie serait prête à témoigner contre Véronique. Julie hésita. Elle dit que oui, mais qu'elle aurait besoin de protection. Mathieu assura qu'il s'en occuperait. Il appela maître Moreau et lui expliqua la situation. L'avocat dit qu'il contacterait la commissaire en charge de l'affaire et organiserait tout. Julie quitta le café escortée par Paul et le garde du corps. Mathieu resta assis, digérant tout. Il était épuisé, physiquement et émotionnellement épuisé. Mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner maintenant. Il était sur le point de mettre fin à ce cauchemar une bonne fois pour toutes. Dans les jours qui suivirent, l'enquête avança rapidement. Avec le témoignage de Julie, de nouveaux détails firent surface. Des messages furent récupérés, des transactions financières tracées, des témoins localisés. L'étau se resserrait autour de Véronique. Elle, s'en rendant compte, devint de plus en plus erratique. Elle tenta de contacter Mathieu à plusieurs reprises,
envoyant des messages menaçants, puis suppliants, puis accusateurs. Mathieu ne répondit à aucun. Il suivait les conseils de son avocat. Richard, qui suivait une thérapie et se rétablissait, fut également convoqué pour témoigner. Il raconta tout ce qu'il savait, assuma sa part dans l'histoire, présenta des excuses formelles à Mathieu. La relation entre les deux frères, bien qu'ébranlée, se reconstruisait peu à peu. Un après-midi, Mathieu était dans l'appartement en train de jouer avec Gabrielle quand il reçut un appel urgent de Paul. Véronique avait disparu. Elle n'était pas à la maison, ne répondait pas au téléphone. Personne ne savait où elle était. Paul soupçonnait qu'elle pourrait planifier une fuite, ou pire. Mathieu alerta immédiatement la sécurité de l'immeuble. Il demanda de redoubler de vigilance. Il en informa également la commissaire Renaud, qui émit un mandat de recherche. Mathieu ne dormirait pas tranquille, tant qu'il ne saurait pas où était Véronique. 2 heures plus tard, Paul rappela. Véronique avait été localisée. Elle était dans un hôtel près de l'aéroport Charles de Gaulle. Apparemment, elle prévoyait de quitter le pays avec de faux papiers. La police était déjà en route. Mathieu respira, soulagé. Enfin, ce cauchemar touchait à sa fin. Véronique fut arrêtée à l'hôtel. Confrontée, elle perdit complètement son sang-froid. Elle cria, accusa tout. Le monde de conspirer contre elle menaça de tous les poursuivre en justice. Mais il n'y avait plus d'issue. Les preuves étaient solides. Le témoignage de Julie, les preuves de l'intoxication de Marine, les registres de manipulation émotionnelle contre Madame Irène et Gabrielle, tout était documenté. La détention préventive fut ordonnée. Véronique serait jugée pour plusieurs crimes. Julie, en échange de sa collaboration, recevrait une peine réduite. Les 2 autres sœurs, Patricia et Renée, furent également localisées et interrogées. Elles étaient impliquées dans des stratagèmes similaires dans d'autres villes. Mathieu suivit tout par l'intermédiaire de Maître Moreau. Enfin, il pouvait respirer. Véronique ne représentait plus une menace. Sa mère était en sécurité. Gabrielle était en sécurité. La vérité sur Marine avait été révélée. Mais la douleur ne disparut pas du jour au lendemain. Mathieu savait qu'il faudrait du temps pour tout digérer, pour guérir, pour se pardonner. Mais maintenant, au moins, il avait la clarté. Il avait la vérité. Et il avait sa famille. Dans l'appartement d'Auteuil, Madame Irène se rétablissait de plus en plus chaque jour. Elle recommençait à sourire, à cuisiner, à s'occuper de son petit-fils avec joie. Gabriel s'épanouissait. Il parlait plus, riait plus, jouait sans peur. La nounou commentait qu'il semblait être un enfant complètement différent. Mathieu réduisit considérablement ses heures de travail. Il délégua des responsabilités, engagea un directeur de confiance, réorganisa ses priorités. Il réalisa qu'il ne servait à rien d'avoir du succès professionnel s'il n'était pas présent dans la vie des personnes qu'il aimait. Richard allait mieux aussi. Il suivait une thérapie régulièrement, avait trouvé un emploi modeste mais honnête, reconstruisait sa vie. Lui et Mathieu se voyaient fréquemment. La relation entre les frères, bien que marquée, était plus honnête maintenant, plus réelle. Le procès de Véronique était prévu pour quelques mois plus tard. Maître Moreau assura que le dossier était solide et que la condamnation était pratiquement certaine. Mathieu savait qu'il devrait tout revivre pendant le procès, mais il était prêt. Il le ferait pour Marine, pour Gabrielle, pour sa mère, pour lui-même. Un soir, après avoir couché Gabrielle, Mathieu s'assit sur le balcon de l'appartement. La ville s'étendait devant lui, avec ses lumières, ses sons, sa vie palpitante. Il pensa à tout ce qui s'était passé, à la façon dont sa vie avait été bouleversée, à la façon dont il avait failli tout perdre. Mais maintenant, en regardant ce ciel étoilé de Paris, il ressentait quelque chose de différent. Il ressentait de l'espoir. Il sentait que malgré tout, il était encore temps de reconstruire, d'être le père que Gabriel méritait, d'être le fils que Madame Irène avait toujours eu, d'être l'homme dont Marine aurait été fière. Mathieu prit une profonde inspiration et sourit. Pour la première fois depuis longtemps, il sourit vraiment. Le cauchemar se terminait, et une nouvelle vie commençait. Les mois suivants apportèrent une nouvelle routine à Mathieu et sa famille. L'appartement d'Auteuil, qui n'était au départ qu'un refuge temporaire, se transforma en un véritable foyer. Madame Irène avait décoré le salon avec de vieilles photographies, des plantes et des rideaux clairs qui laissaient entrer le soleil. Gabriel avait eu droit à une chambre colorée,
pleine de jouets, où il passait des heures à construire des tours de cubes et à dessiner à la craie. Mathieu se levait tôt chaque jour, mais maintenant ce n'était pas pour courir au bureau. C'était pour prendre le petit déjeuner avec sa mère et son fils, pour écouter Gabriel babiller sur ses drôles de rêves, pour discuter avec Madame Irène des plans de la journée. Ces matins simples étaient devenus le moment le plus important de sa routine. Le travail continuait, bien sûr, mais Mathieu avait appris à déléguer, à faire confiance à son équipe, à comprendre que sa présence constante n'était pas synonyme de succès. Ses affaires continuaient de prospérer, peut-être même plus qu'avant, car il prenait désormais des décisions, avec l'esprit plus clair et le cœur plus léger. Richard passait au moins 2 fois par semaine. Il apportait des bonbons à Gabriel, dînait avec la famille, parlait avec Madame Irène de vieilles recettes qu'elle aimait faire. La relation entre les frères se reconstruisait sur des bases plus solides. Mathieu avait complètement pardonné à Richard. Il comprenait qu'ils avaient tous deux été victimes de manipulation. Et maintenant, ensemble, ils étaient plus forts. Le procès de Véronique eut lieu par un matin froid de septembre. Le palais de justice de Paris était animé, avec des avocats, des témoins, des journalistes et des curieux circulant dans les couloirs. Mathieu arriva accompagné de maître Moreau, vêtu d'un costume discret, essayant de garder son sang-froid. Madame Irène avait insisté pour venir aussi. Elle disait qu'elle devait regarder cette femme dans les yeux une dernière fois. Elle devait la voir répondre de tout ce qu'elle avait fait. Mathieu tenta de l'en dissuader, inquiet de l'impact émotionnel, mais sa mère fut inflexible. Elle était plus forte maintenant, prête à affronter. Richard fut également appelé à témoigner. Il était nerveux, mais déterminé à dire la vérité. Julie, la sœur de Véronique qui avait collaboré avec la justice, était également présente. Elle serait un témoin clé. Quand Véronique entra dans la salle d'audience, Mathieu sentit sa poitrine se serrer. Elle était différente. Maigre, pâle, les cheveux attachés n'importe comment, sans maquillage, portant un ensemble simple. La femme qui avait toujours pris soin de son apparence impeccable n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Ses yeux balayèrent la salle et rencontrèrent ceux de Mathieu. Pendant un bref instant, il y eut quelque chose là. De la colère, du regret, du désespoir. C'était difficile à dire. Mais Mathieu ne détourna pas le regard. Il la fixa fermement, sans peur. Il n'y avait plus de pouvoir dans ses yeux qui l'avaient autrefois trompé. Le juge, Ferdinand Alain, un homme d'une 50aine d'années, à l'air sérieux et à la voix grave, ouvrit la séance. L'acte d'accusation fut lu. Intoxication intentionnelle ayant entraîné la mort. Manipulation émotionnelle. Fraude. Abus de confiance. La liste était longue. La procureure, Claude Santini, présenta méthodiquement les preuves. Analyse toxicologique, registre d'achat, messages récupérés, déposition de témoins. Chaque pièce du puzzle fut placée devant le juge et les jurés. La salle resta dans un silence absolu, tandis que la vérité était exposée. Quand ce fut au tour de Madame Irène de témoigner, elle se leva lentement. Mathieu l'accompagna à la barre. Sa mère tremblait un peu, mais sa voix sortit ferme. Elle raconta tout, les mois de souffrance, la peur, les humiliations, l'angoisse de voir son petit-fils être négligé. Les larmes coulaient sur son visage pendant qu'elle parlait, mais elle ne s'arrêta pas. Elle avait besoin que tout le monde sache. Véronique resta impassible pendant la déposition, mais Mathieu vit ses mains serrées avec force sur la table. Il vit sa mâchoire crispée. Elle était en colère, pas repentante, en colère. Richard témoigna ensuite. Il raconta comment il avait été manipulé, comment il avait été utilisé comme un pont pour que Véronique atteigne Mathieu. Sa voix se brisa plusieurs fois, mais il réussit à finir. Quand il retourna à sa place, Mathieu lui serra l'épaule en signe de soutien. Julie fut le témoin le plus percutant. Elle détailla le plan que les sœurs avaient élaboré, comment elles identifiaient leurs cibles, comment elles s'approchaient, comment elles manipulaient les sentiments et les situations. Elle parla de Marine, de la façon dont Véronique avait passé des mois à planifier, préparer, exécuter un plan froid et calculé. La défense de Véronique tenta de discréditer Julie, affirmant qu'elle mentait en échange de faveurs. Mais les preuves corroboraient chaque mot. Il y avait trop de preuves, trop de documents.
trop de témoins. Quand Véronique eut enfin la chance de parler, elle se leva. Son avocat lui conseilla de garder le silence, mais elle l'ignora. Elle regarda Mathieu et commença à parler. Sa voix était chargée d'amertume. Elle dit que rien de ce qu'elle avait fait n'était sans raison, que la vie lui avait appris que l'affection ne paie pas les factures, que l'amour ne garantit pas un toit, que les gens s'utilisent les uns les autres tout le temps, sauf qu'elle avait été honnête à ce sujet. Elle dit que Mathieu était naïf, qu'il vivait dans un monde de privilèges et n'avait jamais compris ce que c'était que de devoir survivre. La salle resta silencieuse. Mathieu l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il ressentit de la pitié. Non pas pour la situation dans laquelle elle se trouvait, mais pour le vide qui habitait cette femme. Pour à quel point elle était devenue quelque chose de si tordu qu'elle ne pouvait plus voir au-delà du contrôle et de la manipulation. Le juge rappela à l'ordre. La procureure fit ses réquisitions, soulignant la gravité des actes. L'avocat de la défense tenta une dernière carte, invoquant des troubles psychologiques, un passé traumatique. Mais il était trop tard. Les jurés se retirèrent pour délibérer. L'attente fut angoissante. Mathieu, Madame Irène et Richard attendirent en silence. Maître Moreau parlait à voix basse au téléphone, réglant les derniers détails. Julie était dans une autre salle sous protection. 2 heures plus tard, les jurés revinrent. Le verdict fut unanime. Coupable de toutes les accusations. La sentence serait annoncée dans quelques jours, mais tout le monde savait qu'elle serait sévère. Quand le juge frappa le marteau, Véronique ferma les yeux. Ses épaules s'affaissèrent. Pour la première fois, elle parut réellement vaincue. Les agents la conduisirent hors de la salle. Elle ne regarda pas en arrière. Mathieu serra sa mère dans ses bras. Madame Irène pleura, mais c'étaient des larmes de soulagement. Richard se joignit à l'étreinte. Tous les 3 restèrent là, unis, sentant le poids de tout cela être enfin levé. À l'extérieur du palais, les journalistes tentèrent d'aborder Mathieu pour des commentaires. Maître Moreau fit une brève déclaration officielle. Mathieu ne voulut pas parler. Il n'y avait rien à dire. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de victoire. Il s'agissait de justice, de vérité, de protection. Dans les jours qui suivirent, la sentence fut annoncée. Véronique écoperait de plusieurs années de réclusion. Julie, pour sa collaboration, obtint une peine réduite et purgerait un régime de semi-liberté. Les 2 autres, sœurs Patricia et Renée, furent également condamnés dans leurs procès respectifs. Mathieu ne suivit plus les développements. Il ne voulait pas savoir où était Véronique, comment elle allait, ce qu'elle faisait. Ce chapitre était clos. Il était temps de regarder vers l'avenir. Et c'est exactement ce qu'il fit. Quelques semaines après le procès, Mathieu prit une décision importante. Il vendrait la grande maison où tant de mauvaises choses s'étaient produites. Il utiliserait l'argent pour acheter une nouvelle maison dans un quartier tranquille, avec un jardin pour que Gabriel puisse jouer et un potager pour que Madame Irène s'en occupe. Un endroit sans souvenirs sombres. Un endroit pour vraiment recommencer. Il trouva la maison parfaite dans une résidence privée de la région de Saint-Germain-en-Laye, dans la banlieue de Paris. C'était une maison de plein pied, spacieuse, avec beaucoup de lumière naturelle et un magnifique espace vert. Gabriel fut enchanté lors de leur première visite. Il courut dans le jardin en criant de joie. Madame Irène sourit en voyant son petit-fils si heureux. Le déménagement eut lieu un week-end ensoleillé de novembre. Richard aida à porter les cartons. Aziza organisa la nouvelle cuisine. La nounou de Gabriel monta la chambre du petit garçon avec soin. Et peu à peu, cette maison vide se transforma en un foyer plein de vie. Le premier soir dans la nouvelle maison, Mathieu prépara un dîner simple pour la famille. Rien d'élaboré, juste des pâtes à la sauce, une salade et du pain à l'ail. Mais la table était pleine. Madame Irène, Gabriel, Richard, Aziza, la nounou, Paul et même Maître Moreau vinrent célébrer. Ce fut une soirée légère, pleine de rires, d'histoires drôles et de projets pour l'avenir. Gabriel s'endormit sur le canapé après avoir trop mangé. Madame Irène le couvrit d'une couverture et resta là, admirant son petit-fils dormir paisiblement. Mathieu regarda autour de lui. Il regarda ces personnes qui étaient restées à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Il ressentit une immense gratitude. Il leva son verre de vin et porta un toast. Au nouveau départ, à la famille, à l'amour qui surmonte tout. Tous levèrent leurs verres et trinquèrent ensemble.
Les mois qui suivirent furent ceux de la guérison. Mathieu commença une thérapie. Il avait besoin de digérer tout ce qui s'était passé, de gérer la culpabilité qu'il portait encore, d'apprendre à se pardonner. La psychologue, Dr Fernande, était patiente et attentionnée. Elle l'aida à comprendre qu'il n'aurait pas pu prévoir, qu'il avait fait de son mieux avec les informations qu'il avait, que l'important était sa réaction lorsqu'il avait découvert la vérité. Madame Irène suivait également une thérapie. Elle se remettait bien physiquement, mais les cicatrices émotionnelles étaient toujours là. Avec le temps et un traitement approprié, elle redevint la femme forte et joyeuse qu'elle avait toujours été. Elle recommença à cuisiner ses plats spéciaux, à planter ses fleurs, à raconter des histoires à Gabriel avant de dormir. Gabriel grandissait en bonne santé et heureux. Il fréquentait une petite école près de la maison, où il s'était fait de nombreux amis. C'était un enfant communicatif, affectueux, plein d'énergie. Mathieu l'observait jouer dans le jardin et sentait son cœur se réchauffer. Son fils allait bien, malgré tout, il allait bien. Richard trouva un meilleur emploi et envisageait de reprendre ses études. Il rendait visite à la famille régulièrement et était devenu un oncle présent et attentionné. Gabriel adorait quand son oncle Richard arrivait, toujours avec un nouveau jeu ou une histoire folle à raconter. Un après-midi, Mathieu était dans le jardin avec Gabriel quand son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Il hésita, mais répondit. De l'autre côté, une voix féminine et douce se présenta comme docteur Béatrice, l'assistante sociale de l'hôpital. Elle appelait pour savoir comment ils allaient. Mathieu sourit. Il dit qu'ils allaient bien, très bien. Il parla de la nouvelle maison, du rétablissement de Madame Irène, de la façon dont Gabriel grandissait heureux. Docteur Béatrice fut émue. Elle dit que c'était gratifiant de voir un cas se terminer heureux, qu'elle leur souhaitait le meilleur. Mathieu la remercia pour tout ce qu'elle avait fait, pour avoir cru en eux, pour avoir aidé à protéger sa famille. Docteur Béatrice prit congé en leur souhaitant tout le meilleur. Mathieu rangea son téléphone et retourna jouer avec Gabriel. En décembre, Mathieu organisa une fête de Noël dans la nouvelle maison. Il invita tous ceux qui avaient été importants pendant cette période difficile. Paul et sa femme, Maître Moreau et sa famille, Docteur Béatrice. Même Julie fut invitée. Elle reconstruisait sa vie, travaillait honnêtement, essayait de se racheter. La maison fut remplie de gens, de décorations de Noël, de nourriture et de musique. Gabriel reçut tellement de cadeaux qu'il ne savait pas par où commencer. Madame Irène était radieuse, accueillant tout le monde, avec des étreintes chaleureuses. Pendant le repas, Mathieu demanda l'attention. Il se leva, Gabriel dans les bras, et fit un discours émouvant. Il remercia chaque personne présente. Il dit qu'il y a quelques mois, il était perdu, aveugle, sombrant dans un mensonge, mais que grâce à l'amour de sa mère, à la persévérance de ses amis, à la justice de professionnels sérieux, il avait réussi à se réveiller à temps. Il dit qu'il avait appris de dures leçons, que le succès professionnel ne signifie rien sans la famille, que la confiance doit être gagnée, pas donnée aveuglément, qu'être présent est plus important que n'importe quel contrat signé, et que par-dessus tout, le véritable amour surmonte toute manipulation. Tout le monde applaudit. Madame Irène pleura d'émotion. Richard serra son frère dans ses bras. Gabriel, ne comprenant pas grand-chose au discours, applaudit en imitant les adultes. Ce fut un Noël spécial. Un Noël de renaissance. Au début de l'année suivante, Mathieu fit une dernière chose qu'il devait faire. Il se rendit au cimetière où se trouvait Marine. Il avait évité d'y aller depuis que toute la vérité avait éclaté. Il avait peur de ne pas pouvoir gérer la douleur. Mais maintenant, il était prêt. Il s'agenouilla devant la pierre tombale. Il nettoya les feuilles qui étaient tombées sur le marbre. Il déposa des fleurs fraîches. Et il lui parla. Il s'excusa de ne pas avoir vu, de ne pas avoir protégé, d'avoir laissé cette femme entrer et tout détruire. Mais il promit aussi qu'il prendrait soin de Gabriel, qu'il l'élèverait avec amour, attention et présence, qu'il lui raconterait des histoires sur elle, sur à quel point elle était incroyable, aimante, à quel point elle aurait été une mère merveilleuse. Gabriel grandirait en connaissant Marine, même si ce n'est pas par des souvenirs, mais par les histoires que Mathieu et Madame Irène raconteraient. Il resta là pendant 1 heure, parlant, pleurant, faisant ses adieux pour la première fois vraiment. Quand il se releva,
Il se sentit plus léger, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. La vie continua, et chaque jour elle devenait un peu meilleure. Mathieu réduisit encore sa charge de travail. Il se mit à aller chercher Gabriel à l'école tous les jours. Il déjeunait à la maison avec Madame Irène. Le week-end, il emmenait son fils au parc, au cinéma, à la campagne. Il créait des souvenirs. De bons et heureux souvenirs dont Gabriel se souviendrait un jour en souriant. Madame Irène recommença à fréquenter le groupe d'artisanat de la paroisse. Elle se fit de nouvelles amies. Elle organisait des thés dans la nouvelle maison où ses amis se réunissaient pour discuter et rire. Elle était de nouveau vivante, complète. Richard rencontra une jeune femme douce nommée Camille. Elle était enseignante, aimait la littérature et avait un sourire charmant. Richard était amoureux, et pour la première fois dans une relation saine. Il présenta Camille à la famille, et tout le monde l'adora. Gabriel l'appelait Tati Camille. Un samedi ensoleillé de mars, Mathieu était dans le jardin à faire des bulles de savon avec Gabriel, quand le petit garçon, entre deux rires, dit quelque chose qui fit s'arrêter le cœur de Mathieu. Gabriel dit qu'il était heureux, qu'il aimait cette maison, qu'il aimait jouer avec papa tous les jours. Mathieu s'agenouilla et serra son fils dans ses bras. Des larmes coulèrent sur son visage, des larmes de gratitude, de soulagement, d'amour. Gabriel rendit l'étreinte avec sa petite force d'enfant. À ce moment-là, Mathieu sut que cela en avait valu la peine, que toute la douleur, toute la lutte, toute l'angoisse en valèrent la peine. Parce que maintenant, enfin, ils allaient bien. Ils étaient en sécurité. Ils étaient heureux. L'histoire de Mathieu, Madame Irène et Gabriel n'était pas une histoire parfaite. C'était une histoire d'erreur, de douleur, de manipulation et de tromperie. Mais c'était aussi une histoire de nouveau départ, de courage, d'amour qui résiste et se renforce face à l'adversité. C'était une histoire réelle, humaine, et par-dessus tout, pleine d'espoir. Parce qu'au final, ce qui comptait n'était pas ce qu'ils avaient perdu. C'était ce qu'ils avaient conquis. Une famille unie, un véritable foyer, et la certitude que, ensemble, ils pourraient affronter n'importe quelle tempête. Le soleil brillait fort en cet après-midi de mars. Gabriel riait en poursuivant les bulles colorées qui flottaient dans l'air. Madame Irène observait depuis la fenêtre, souriante. Richard arriva avec Camille, apportant un gâteau pour le goûter, et Mathieu, regardant tout cela, ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. Une paix complète et véritable. La douleur s'était transformée en souvenir, le traumatisme en force, et la famille était renée, loin des ombres, illuminée par le soleil d'un nouveau jour. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Mathieu, Irène et Gabriel a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de nouveau départ, de douleurs surmontées et d'amour qui résiste à tout, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Quel a été le moment qui vous a le plus touché? Avez-vous déjà vécu une situation de manipulation émotionnelle? Comment y avez-vous fait face? Nous voulons aussi entendre votre histoire. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, des histoires qui nous font réfléchir sur la famille, l'amour, le pardon et le renouveau. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes là, chaque jour, avec une nouvelle histoire qui peut vous inspirer, vous réconforter ou vous faire voir la vie d'une manière différente. Nous vous attendons pour le prochain épisode avec plus d'émotions, plus de drames et plus d'histoires qui touchent l'âme.